Donc la question qui m'a été posée, c'est donc de discuter avec vous de est-ce qu'il reste une place pour l'hypothermie dans la prise en charge de ces patients. J'ai un ou deux liens d'intérêt qu'il est important de déclarer. Il m'arrive de travailler avec des firmes qui, justement, ou de les conseiller, qui font des systèmes qui permettent de refroidir ces patients-là. Vous connaissez probablement un peu ce schéma, qui est une bonne manière pour moi de représenter le fait que, finalement, quand on prend en charge des patients en post-arrêt cardiaque, ce n'est pas parce qu'on a obtenu une reprise d'activité circulatoire spontanée que tout est gagné. Il y a un gros job à faire derrière ça pour lutter contre la maladie post-ressuscitation, celle qui fait que, malheureusement, un tiers seulement environ des patients qui rentrent en réanimation et qui sont comateux après réanimation d'un arrêt cardiaque vont finalement survivre avec peu ou pas de séquelles. Et ça s'est beaucoup amélioré. On le voit là sur des chiffres qui sont des chiffres nord-américains, et on sait, on l'a bien observé, que la survie s'améliore au cours du temps dans la population des patients admis en réanimation alors qu'ils sont comateux et qu'ils ont été pris en charge pour un arrêt cardiaque extra-hospitalier. Ça s'améliore au fil du temps, et c'est vraisemblablement le résultat de l'amélioration de la qualité des soins administrés aux patients qui sont dans cette situation. C'est probablement la conséquence, bien entendu, de ce qui a déjà été discuté dans le topo précédent. Trouver la cause, la traiter efficacement, notamment quand c'est une cause coronaire, c'est évidemment quelque chose de très très important, mais c'est sûrement pas que ça. Il y a sûrement de la part des réanimateurs une meilleure prise en charge de ce type de patients. Et c'est vrai que quand on regarde maintenant les recommandations sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque, une place particulière reconnue a été maintenant accordée à la prise en charge post-ressuscitation de ces patients-là. Et dans ces recommandations, le contrôle ciblé de la température, ce qu'il était convenu d'appeler auparavant l'hypothermie thérapeutique, reste un des points essentiels, un des piliers de la prise en charge en réanimation de ces patients-là. Ce contrôle ciblé de la température, il est dans les enquêtes qui sont effectuées, les études récemment publiées sur le sujet, notamment en Europe, reconnu comme étant quelque chose de très pratiqué actuellement. Est-ce que le fait que ce soit très pratiqué est forcément associé au fait qu'il faut le faire? Est-ce que ça fait quelque chose d'efficace chez ces patients? C'est évidemment plus discutable, mais vous voyez que dans cette enquête européenne qui a été publiée il n'y a pas très très longtemps, on voit que la très grande majorité des réanimateurs interrogés déclarent pratiquer un contrôle ciblé de la température chez ces patients-là, et cela, quel que soit le rythme initial, on pourra en rediscuter. Alors pourquoi les réanimateurs utilisent le contrôle ciblé de la température chez ces patients? Probablement parce qu'ils savent, bien entendu, que c'est la principale cause de décès de ces patients. La principale cause de décès des patients admis en réanimation après un arrêt cardiaque, c'est ce qui apparaît en noir ici. Il n'y a que des patients admis en réanimation et qui vont malheureusement décéder. Et vous voyez qu'au fil du temps qui passe, au fil des jours qui passent, si la mortalité précoce en gris était liée à l'état de choc post-ressuscitation et aux défaillances d'organes qui l'accompagnent, ça c'est vrai pour les 2-3 premiers jours, mais vous voyez qu'ensuite, la cause de mortalité essentielle, ce sont les dégâts neurologiques en noir qui sont responsables de cette mortalité. Les réanimateurs le savent bien, et pour lutter contre cette mortalité neurologique, d'origine neurologique, ils n'ont pas beaucoup de moyens à leur disposition. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. On a échoué à mettre en évidence un rôle protecteur lié à l'utilisation de médicaments. On a testé des médicaments potentiellement neuroprotecteurs. Il y a eu beaucoup d'essais randomisés qui ont été effectués au cours des 5 dernières années, avec les analogues de l'érythropoïétine, l'exénatide, la cyclosporine dans la région Rhône-Alpes en France, et ces essais sont négatifs. Nous n'avons pas de médicaments à utiliser dans cette situation-là. Il y a un essai qui va démarrer avec un gaz utilisé en anesthésie qui est le xénon, qui a montré des effets neuroprotecteurs extrêmement intéressants sur le plan expérimental et dans un essai de faisabilité de phase 2. La phase 3 va commencer, mais globalement, aujourd'hui, on n'a pas de médicaments. La seule chose dont on dispose, c'est le contrôle de la température, dont on espère, et dans les modèles expérimentaux, ça marche à tous les coups, que ce contrôle de la température va être susceptible de limiter les lésions d'ischémie-reperfusion cérébrale qui se développent chez ces patients pendant les premières heures et les premiers jours. D'ailleurs, les vieux essais qui ont été effectués au début des années 2000
ont montré l'efficacité de ce contrôle ciblé de la température. À ce moment-là, les malades ont été refroidis en ciblant une température entre 32 et 34 degrés pendant 24 heures. Et les 2 essais pivots qui ont été publiés en 2002 dans le New England Journal of Medicine, une étude européenne, une étude australienne, ont toutes les deux montré des résultats équivalents. Dans ces 2 essais pivots, les malades qui avaient reçu ce traitement par hypothermie thérapeutique à 32-34 degrés pendant 24 heures, eh bien, survivaient plus et mieux en termes de récupération neurologique, de sorte que de ce point de vue-là, c'est devenu quelque chose, encore une fois, de très couramment employé, et ça l'est encore aujourd'hui. Est-ce qu'il faut l'utiliser chez tous les patients? La question se pose, parce que dans ces 2 essais pivots dont je viens de vous parler, et dans les essais non randomisés, mais avec un groupe contrôle observationnel, souvent rétrospectif, qui ont été publiés par la suite, et qui ont confirmé le bénéfice observé à utiliser l'hypothermie thérapeutique, eh bien, ce sont essentiellement des patients réanimés d'une fibrillation ventriculaire extra-hospitalière qui ont été inclus. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas forcément l'ensemble des patients qu'on reçoit dans nos services de réanimation. Et par exemple, la question se pose de savoir si cette technique, ce contrôle de la température qui peut aller jusqu'à abaisser la température intentionnellement, est ou pas associé avec un bénéfice chez les patients qui sont très nombreux à avoir été réanimés, par exemple, d'un rythme non choquable, qui est essentiellement en rapport avec des causes non cardiaques, neurologiques ou respiratoires. De ce point de vue-là, les essais sont très peu nombreux, méthodologiquement assez critiquables. Leur analyse systématique et leur méta-analyse montrent que, vous le voyez là, l'effet de l'hypothermie thérapeutique est probablement, s'il existe, très modeste. Il y a un doute. Mais ces essais sont de qualité très insuffisante. Ce ne sont pas des essais randomisés. Même le plus large d'entre eux, qui était l'analyse rétrospective de la cohorte de Cochin, n'avait pas montré d'association entre la pratique de l'hypothermie chez ces patients réanimés d'un rythme non choquable et une amélioration du pronostic ultérieur. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Regardez par exemple les essais qui ont été faits chez l'enfant, dans l'arrêt cardiaque extra-hospitalier de l'enfant, où les rythmes non choquables sont largement prédominants, c'est rarement une fibrillation ventriculaire, très rarement. Eh bien, vous voyez que même si dans cet essai, où les enfants ont été refroidis à 32-34 degrés versus une stratégie libérale de gestion de la température, l'essai n'est pas statistiquement significatif, à la fois en termes de survie et de récupération neurologique, mais vous voyez qu'il s'agit d'un simple défaut de puissance, car en réalité, il s'en fallait de peu que chez ces enfants avec un rythme non choquable, l'essai soit statistiquement significatif. Le nombre était un peu insuffisant, mais vous voyez que l'écart observé en termes de survie et de récupération neurologique sur le score VABS, qui est couramment utilisé chez l'enfant, est cliniquement probablement assez pertinent. Alors, il faut attendre de ce point de vue-là les résultats de l'essai Hyperion. Jean-Baptiste Lascarou a eu l'intelligence de mettre sur pied un essai randomisé, contrôlé, français, multicentrique, dans lequel on a inclus, vous l'avez probablement fait pour certains d'entre vous, des patients comateux qui venaient d'être réanimés d'un rythme non choquable, qui ont été traités soit par normothermie, stratégie standard, habituelle, libérale, versus une mise en hypothermie. Les inclusions sont terminées depuis quelques jours à peine, et on aura les résultats probablement dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, concernant la cible de température, le dogme, il n'y a encore pas très longtemps, c'était de faire 33 degrés. C'était la température utilisée dans les essais pivots publiés en 2002, et c'est la raison pour laquelle c'est cette température qui a été ciblée et recommandée. Mais vous savez probablement que fin 2013, début 2014, nos collègues scandinaves ont considéré qu'on pouvait probablement tenter d'utiliser une température un peu plus élevée et qu'on pouvait peut-être espérer avoir le même bénéfice en ciblant 36 versus 33. Ils ont comparé les deux stratégies. Ils l'ont très bien fait sur le plan méthodologique chez presque 1 millier de patients réanimés d'un arrêt cardiaque, et ils ont montré qu'effectivement, il n'y avait aucune différence significative entre 33 et 36, que ce soit sur la survie ou sur le niveau de récupération neurologique. Pas plus de maléfices, pas plus d'effets secondaires à utiliser 33 ou 36 comme cible de température. De sorte que les recommandations aujourd'hui sont assez claires. On ne sait pas s'il faut plutôt cibler une température très basse ou si on peut se contenter de 36 ou si plutôt si certains patients bénéficient plus d'une cible que de l'autre. Et les recommandations ont dit qu'il faut contrôler la température entre 32 et 36. Attendons des études supplémentaires pour voir si effectivement
certains malades bénéficient plus d'un niveau de température ou d'un autre. Les études de pratique montrent que quand même, en bleu plus ou moins foncé, plus c'est foncé, plus les gens sont passés à 36 degrés. Vous voyez que beaucoup d'entre nous sommes passés progressivement à un niveau de température un peu plus élevé en ciblant 36 et en s'éloignant du 33 qui a été pratiqué. Dans mon institution, voilà ce qu'on fait. On continue de cibler 33 degrés, comme probablement encore un certain nombre d'entre vous, mais quand le malade ne le tolère pas bien, on ne s'empêche pas de remonter la température, à condition qu'elle soit toujours comprise entre 32 et 36 degrés, et on est très attentif à contrôler le rebond thermique à l'arrêt de l'hypothermie. Voilà notre pratique aujourd'hui, mais elle pourrait changer. Elle pourrait changer, par exemple, sur les résultats du grand essai TTM2 qui a déjà démarré. TTM2, c'est la suite de TTM1, c'est la suite de 33 versus 36. Dans TTM2, les malades sont maintenant randomisés entre 33 interventionnels versus un simple contrôle de la température empêchant la fièvre. L'essai vient de démarrer, il y a une trentaine de malades qui ont été randomisés. La France va embrayer très rapidement. Et on verra quels sont les résultats de TTM2 et on saura si le contrôle ciblé de la température qu'on doit pratiquer est un contrôle qui exige un abaissement de la température ou eh bien, peut se contenter, entre guillemets, d'un contrôle qui vise à empêcher la fièvre. On ne sait pas encore pour l'instant. Il y a des croyants de l'hypothermie et il est très important de laisser ses chances à TTM2, justement, de montrer que ces croyants ont ou pas raison sur le fait qu'il faille ou pas abaisser la température. Est-ce qu'il faut faire plus longtemps ? Le doute existe. Il est certain que dans les modèles expérimentaux, il y avait de bonnes raisons de penser que faire seulement 24 heures, c'est peut-être limiter un peu le bénéfice attendu, à attendre de cette hypothermie ou de ce contrôle de la température. Des collègues ont randomisé un grand nombre de patients et ont comparé 24 et 48 heures. C'est les résultats de cette étude que je vous montre sur cette diapositive. Ils ont été publiés il y a quelques mois dans le JAMA. Eh bien, vous voyez que sur les courbes de récupération, sur les courbes ici de mortalité à droite du graphique, eh bien, vous voyez qu'il n'y avait pas de différence significative, même s'il y avait un petit écart en termes de diminution de la mortalité en faveur du bras 48 heures. La significativité n'a pas été atteinte. Il est vraisemblable qu'il n'y aura pas de conséquences directes de cet essai, même si il a tendance à nous laisser penser que quand même, il est probable qu'un petit sous-groupe de patients pourrait bénéficier d'une hypothermie un petit peu plus longue. Il faut faire du contrôle ciblé de la température. De mon point de vue, il n'y a absolument aucun doute. On peut se questionner sur le meilleur niveau de température, se questionner sur le fait que ce soit seulement un contrôle de la température et le fait d'empêcher la fièvre qui puisse être suffisant. Il est certain également qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Il y a quelques années, on s'était dit, après tout, puisqu'il faut refroidir les patients, faisons-le tôt pendant le transport en faisant du remplissage vasculaire froid avec du sérum salé à 4 degrés. Les essais de ce point de vue-là se sont avérés peu encourageants. Pas d'effet par rapport à ceux qui ont eu l'hypothermie seulement à l'arrivée à l'hôpital, même dans un grand essai randomisé nord-américain où on a stratifié sur le rythme initial choquable ou non choquable, et même peut-être plus d'effets secondaires respiratoires et de réarrêt cardiaque pendant le transport dans le groupe de ceux qui ont eu l'hypothermie par remplissage glacé pendant le transport. Aujourd'hui, les recommandations, c'est probablement d'attendre l'arrivée à l'hôpital et de ne pas faire ce remplissage froid. On dispose de beaucoup de systèmes. Les recommandations sont claires. C'est mieux d'utiliser des systèmes qui contrôlent correctement ce qu'on fait à l'aide d'un asservissement sur la température du patient. Les recommandations françaises vont dans ce sens. Si vous faites du contrôle ciblé de la température, utilisez ces systèmes. Ici, les résultats de l'étude ICEREA qui avait montré qu'on va plus vite et qu'on fait mieux et que c'est plus stable. En conclusion, il y a des choses, et c'est ma dernière diapositive, qui sont clairement établies sur lesquelles il n'y a pas de débat. Il faut contrôler la température. La fièvre est dangereuse chez ces patients. Il est vraisemblable qu'on ne doit pas faire du remplissage glacé pendant le transport. On peut se questionner sur la durée, on en a un petit peu parlé, mais ce sera dur de montrer que faire long est mieux que faire la durée de 24 heures qu'on fait actuellement. Mais il y a des questions non résolues, avec des essais qui sont en cours et qui viendront probablement améliorer la stratégie dans les années à venir, ou dans les mois peut-être à venir, concernant les meilleures indications, notamment les rythmes non choquables, le fait qu'on puisse ou pas se contenter de contrôler la température en empêchant la fièvre versus abaisser la température, ce sera évidemment un élément tout à fait déterminant. Merci beaucoup pour votre attention.